Bonjour, je me présente, je suis Omar Aktouf. Euh, j'ai été professeur aujourd'hui à la retraite, d'économie et de gestion à HEC Montréal, qui est considérée comme la plus grande école francophone au monde en gestion particulièrement, donc en management, et accessoirement en économie, dite économie appliquée. Et donc, ça fait pratiquement 40 ans que j'y enseigne. Je suis aussi enseignant international dans plusieurs langues, donc disons majoritairement à peu près 4 ou 5 langues différentes, dont le portugais et l'espagnol. Et donc très très présent, très actif en Amérique latine et dans les pays hispanophones ou portugophones, si on peut dire, si on peut dire ça comme ça. Et donc aussi consultant, chercheur, écrivain, etc., etc. Et contrairement à beaucoup de mes collègues, je vous donnerai un jour les noms de gourous de management et de collègues et amis comme moi qui ont essayé de se pencher sur la pensée managériale, notamment américaine, et ses conséquences sur le monde. On y arrivera petit à petit. Eh bien, contrairement à beaucoup de ces gens-là, je suis l'un des rares à avoir atteint, donc, disons, le niveau de notoriété, entre guillemets, ou de pensée, ou d'élargissement de ma pensée, de ma propre pensée, de ma propre production de connaissances en économie et en gestion. Donc, je suis l'un des seuls ou l'un des rares, ou rarissime, à avoir, avant de rentrer dans la théorie, et les théories, donc les élaborations théoriques, abstraites, etc., du fonctionnement et des problèmes en économie, en gestion. J'ai auparavant travaillé au moins 15 ans en entreprises différentes et croyez-le ou non, je vous raconterai ça à d'autres occasions. Mon premier métier a été celui de berger pour des raisons très particulières pendant la guerre d'Algérie, pendant laquelle nous étions obligés de nous réfugier au Maroc pour des raisons que je vous raconterai plus tard. Et donc, voilà, berger jusqu'à l'âge de 11 ans, ça a été mon premier métier. Et à partir de là, des années après, devenu professeur international et particulièrement au Canada où je suis basé, donc à Montréal, l'Université de Montréal, dont HEC Montréal est une école affiliée, comme on dit ici. Bon. Et donc, comme je vous l'ai dit, je suis aussi professeur international à travers le monde, au moins 3 continents. Et j'ai à mon actif une bonne quinzaine de livres personnels et une bonne trentaine, je pense, en collaboration dans plusieurs langues. Je suis traduit, depuis l'anglais, le seul traduit de l'anglais, du français vers l'anglais en management, depuis Henri Fayol. Parce qu'en management, en gestion, on traduit le plus généralement dans le monde de l'anglais vers les autres langues, et pas l'inverse. Alors, pour ce qui concerne le français, je suis le second. Alors, si vous trouvez un autre, vous me le faites savoir, parce que jusque-là, je suis assez content de cette performance. Après Henri Fayol,
à être le premier et le seul à être traduit en management de la langue française à la langue anglaise. Et c'est particulièrement mon livre, disons mon livre amiral, si on peut dire ça, mon bateau amiral, l'un des plus connus, qui s'intitule Management entre tradition et renouvellement. Il en est à sa 5e édition. Il a été pendant 32 ans obligatoire comme livre de management dans toutes les matières, toutes les filières qu'on peut imaginer en gestion à HEC Montréal. Et il a été obligatoire, il est toujours obligatoire dans bien des écoles de gestion dans le monde, donc traduit aussi bien celui-là qu'un autre, qui est l'un des plus traduits et des plus connus aussi, qui s'intitule La stratégie de l'autruche, et traduit de l'espagnol au portugais, à l'italien, je sais plus, enfin des articles en tout cas, ou des extraits, jusqu'au suédois, danois, anglais bien entendu, et paraît-il jusqu'en Chine. J'ai jamais vu la version chinoise, mais on m'a dit qu'il y en avait une. Et bien entendu en portugais, en espagnol, parce que je suis très actif en Amérique latine. Je parle évidemment le portugais et l'espagnol, à force d'être demandé et appelé à intervenir en Amérique latine. Donc j'ai dû apprendre ces langues pour être plus performant et plus efficace dans ce que je fais dans ces pays-là, donc hispanophones et portugophones, si on peut dire ce mot-là. Bon, donc alors voilà, juste pour vous donner une idée à qui vous avez affaire. Donc en plus de ça, une de mes particularités par rapport à mes collègues et parfois amis, parce que vous verrez que je suis très 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 critique envers, et attention, le mot critique ne veut pas dire dénigrement, hein, comme beaucoup de gens le pensent malheureusement de façon automatique. Dès qu'on parle de critique, on pense à dénigrer, dénoncer, être négatif, etc., etc., et ne rien avoir à proposer. Bon, donc c'est pas du tout dans ce sens-là, c'est dans le sens de vigilance intellectuelle et de vigilance pratique aussi, et de vigilance par rapport notamment aux choses qui ne vont pas. Aux conséquences, disons, négatives ou malfaisantes issues de cette économie management qui nous domine pratiquement depuis 2 siècles, donc depuis la révolution industrielle, et qui est essentiellement donc anglo-saxonne, puisque c'est de là que vient ce qu'on appelle notamment le management et l'économie néolibérale, qui lui sert de substrat théorique et de substrat de doctrine globale, et donc à partir duquel le management se construit. Bon, donc il faut comprendre déjà en premier lieu que le management n'est pas une science, donc c'est pas une science, je l'expliquerai plus tard, pas plus que l'économie d'ailleurs, mais une sorte d'application pratique, donc une sorte de bras armé de la pensée économique dominante. La pensée économique dominante étant le néolibéralisme, il est évident que la pensée ou la pratique managériale ou de management qui va en découler sera néolibérale, c'est-à-dire basée sur la notion de marché libre, de libre-échange, de mondialisation, de compétitivité, de concurrence, etc., etc. Bon, tout ce que vous connaissez, donc de liberté des prix et des salaires, de liberté laisser-faire totale, notamment du monde du business et du monde des affaires, du patronat essentiellement à l'échelle mondiale. Alors voilà un peu ce que c'est, mais j'y reviendrai petit à petit, on expliquera ce que c'est en plus en détail, la mondialisation, le management, l'entreprise, le management officiel tel qu'il est pratiqué et les critiques que j'y apporte
et ça nous prendra un certain nombre assez considérable, je pense, d'avance, de clips comme ça, de capsules, qui dureront, donc, disons, j'essaierai de faire maximum une vingtaine de minutes à chaque fois, qui nous éclaireront donc sur le détail et l'évolution de ce que je suis en train de vous annoncer, et où est-ce que ça va nous mener, et est-ce qu'il y a des solutions ou non, lesquelles, vu l'état du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Bon. Alors pour aujourd'hui, pour cette première capsule, j'ai pensé vous parler de deux choses, peut-être trois. La première, c'est le forum de Davos, qui a eu lieu, comme vous le savez, comme tous les ans, donc en fin de l'automne, donc novembre 2023. Et puis aussi, donc, disons le contraire ou l'antidote ou l'antinomie de Davos, qui est Oxfam, le rapport d'Oxfam, donc ce rapport de cette ONG connue qui chaque année fait un rapport sur les aspects plutôt dévastateurs, notamment de la pensée néolibérale. Et donc aussi peut-être, si on a le temps, vous parler, ou sinon je vous en parlerai dans une autre capsule, vous parler de ce que bon, aujourd'hui dans l'actualité brûlante, ce que le président Macron peut bien vouloir faire en Afrique, et particulièrement au Gabon, et particulièrement en cette période de l'année. Alors, comme j'ai une expérience africaine assez conséquente, et partiellement du Gabon, donc j'aimerais vous parler de ça aussi. Alors, si on commence par Davos, il faut savoir que le forum de Davos a été créé par Klaus Schwab, comme vous le savez, qui est une personne de formation ingénieur et économiste, etc. Donc, une espèce de combinaison de ses connaissances, mais il s'est fait connaître notamment en finance et en économie, donc, et puis ministre des Finances, donc notamment de l'Allemagne, et particulièrement depuis l'ère Angela Merkel. Et donc Klaus Schwab avait commencé il y a un certain nombre d'années, enfin je ne peux pas vous dire exactement quand, mais disons peut-être à partir des années 50, 60, ou avant d'être ministre, bon, et ensuite, en étant ministre des Finances, et ministre de l'Économie, bon, parfois ministre de l'Industrie, enfin peu importe, mais donc à faire des perspectives économiques des pays dits nantis, développés, riches, enfin, mettez tous les noms que vous voudrez, vous savez de quoi je parle. C'est essentiellement l'Europe et l'Amérique du Nord. Bon. Et donc, chaque année, il publiait ses prospectives, ces espèces de prédictions de ce qui allait arriver dans les économies de ces pays-là. Donc les États-Unis, le Canada, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Suisse, bon, je sais pas, l'Italie, l'Espagne, etc., etc. Bon. Et donc, à un moment donné, en 1971, il a eu l'idée d'en faire un forum dans lequel il inviterait ces pays-là, ou la plupart, en tout cas, ou particulièrement, tous les pays dont il faisait ces espèces de prospectives annuelles, à se réunir donc dans ce lieu de Suisse qui s'appelle, c'est Coligny, mais en fait c'est Davos, le nom le mieux connu.
Et donc c'est là que, aux colonies, on fait quelque chose comme ça n'a pas grande importance. Et le siège de ce forum, qui se dit organisation à but non lucratif, alors défense de rire, hein, faut pas rire, c'est une organisation à but non lucratif qui est là pour faire le bien du monde, comme chacun le sait. D'ailleurs, ils se définissent comme ça. Comment améliorer le sort de ce monde. Et évidemment, qui va améliorer le sort de ce monde? C'est les plus riches de ce monde. Ça va de soi. Qui va penser le contraire? Tous les riches sont là pour penser le bien du monde et le futur bien de ce monde. Bon, donc il faut bien se mettre ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Et toute personne qui n'a pas ça dans la tête est une personne qui ne pense pas normalement, ou en tout cas qui ne pense pas comme la bonne majorité bien pensante, ou plutôt la partie de cette majorité bien pensante qui l'affirme. Bon, donc à partir de là, c'est devenu donc une espèce de réunion de club de super riches où il y a 50 pays, dont une trentaine de l'Europe. Si ma mémoire ne me joue pas de tour. Et donc les pays qui ne sont pas représentés, je pense, c'est la Russie. Mais cette année, il y a eu la Chine qui a été représentée. Bon, alors la Russie et la Chine étaient plutôt comme observateurs, enfin un statut très limité et marginal. Et cette année 2023, la Chine a été représentée par son vice-premier ministre. Donc, ce qui est une première, ce qui montre que la Chine est en train de rentrer dans le club des gens qui dirigent ce monde, ou des pays qui dirigent ce monde. Et bien entendu, la Russie, notamment à cause de la guerre de l'Ukraine, eh bien, elle est tenue loin de toute activité de pays civilisés. Bon, alors donc, quoi dire sur ce forum de Davos, à part que cette plaisanterie qui consiste à dire que c'est un organisme à but non lucratif. Eh bien, il est composé donc de 50 pays dont je vais vous parler. Pour vous donner une idée, en 2020, il y a eu 3000 participants, si j'ai bonne mémoire, et parmi ces 3000 participants, plus de la moitié sont venus en jet privé en 2020. Alors, 2023, je pense que c'était 1 millier de personnes qui étaient attendues. Et certainement que ce millier de personnes sont venues en jet privé. Et on affirme, sans rire, dans le cadre de ce forum, qui s'appelle donc le forum de Davos, qu'on est là aussi pour lutter contre les dégâts climatiques et les dérèglements climatiques, et notamment la participation à l'organisation de la COP28 qui va se tenir, comme on le sait, aux Émirats, et qui sera présidé par un patron d'une grande compagnie pétrolière. Bon, alors là, je ne sais pas s'il faut rire ou s'il faut pleurer, mais donc voilà un peu ce qu'est Davos, déjà en quelques mots. Donc ceux qui y participent, c'est 56 ministres des Finances, 30 ministres du Commerce, je parle de 2023, des gouverneurs de banque, je pense une vingtaine de gouverneurs de banque, 60 patrons de méga-entreprises, et évidemment des contingents de multinationales, dont seulement pour la Suisse 15. Donc 15 patrons de multinationales seulement de Suisse qui participent à ce forum de Davos. Il y a aussi, tous les
gros patrons, tout ce qui est grosse entreprise qu'on peut compter dans ce monde. Donc depuis les Rockefeller, les Vanderbilt, les Morgan, etc., les CAC 40, etc., tout ce que vous pouvez imaginer. Et donc parmi les 1000 qui sont attendus cette année, il n'y a que ce genre de gens, plus des savants, des scientifiques, des intellectuels, des penseurs, des économistes, qu'on invite aussi pour apporter une espèce de caution scientifique et intellectuelle au bien-être que prépare pour la planète ce forum de Davos. Bon, alors, pour dire les choses telles qu'elles sont, enfin, parce que tout ça se passe derrière des murs bien clos, et l'essentiel de ce qui se dit et de ce qui se trame se fait en petite commission, dans des salons feutrés, à l'abri des regards et des photographes et des micros et des caméras. Et on ne sait pas trop ce qu'il s'y dit et ce qu'il s'y trame, mais on peut très certainement deviner que ce qu'il s'y dit et ce qu'il s'y trame, c'est essentiellement comment faire en sorte que les 30 ou 40 patrons de banque qui sont là, les 200 ou 300 ou 500 patrons de grandes entreprises, de multinationales du monde qui sont là, les chefs d'État, une cinquantaine qui sont là, etc., eh bien, continuent à garder la main haute et la main mise et la mise à sac, donc la main mise sur cette planète et la mise à sac en règle de cette planète qu'ils appellent donc la réflexion et la planification de l'amélioration du bien-être. Bon, alors donc je crois que j'ai déjà atteint 22 minutes. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, enfin pour cette capsule, et j'en ferai une autre donc à suivre. Merci beaucoup.